Dans les nombreux ouvrages consacrés actuellement aux téléséries, une place relativement faible est généralement accordée à l'histoire plus ancienne de la narration sérielle ou différée, c'est-à-dire à ce qui dans l'histoire littéraire ou culturelle a été produit non sous la forme d'œuvres closes et autosuffisantes, mais en épisodes s'étalant dans le temps, parfois sur plusieurs années. Donc c'est ça un petit peu mon pari, c'est d'analyser une télésérie Twin Peaks en l'occurrence, en se penchant sur ces éléments plus anciens. C'est pas sans précédent, vous avez cité Umberto Eco tout à l'heure, qui fait effectivement ce genre de travail historique. Au Québec, on a Danielle Aubry, dans son ouvrage du roman feuilleton à la télésérie, où elle souligne les liens entre romans feuilletons du 19e siècle et les téléséries contemporaines. Pour ma part, je vais remonter un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire au premier tiers du 18e siècle, lorsque des romanciers comme Le Sage, Prévost et Marivaux prennent l'habitude de publier des histoires en plusieurs parties sans nécessairement les terminer. En effet, comme l'ont noté des chercheurs tels que Henri Coulet et plus récemment Hugo Dionne, le roman d'Ancien Régime n'est jamais vraiment clos, et le mot fin y a toujours quelque chose de provisoire. Alors certes, il n'y a peut-être pas de généalogie directe de Marivaux à Lynch, mais leurs récits sériels, aussi éloignés soient-ils par ailleurs, obéissent à une même temporalité malléable, qui semble rejeter toujours plus loin l'idée de conclusion. Et donc c'est ce qui m'amène un petit peu au thème de la conférence d'aujourd'hui, donc la mort et l'immortalité dans la littérature, ou dans la littérature au sens large, disons. Il me semble en effet que les concepts de mortalité et d'immortalité s'inscrivent dans un réseau de concepts incluant la naissance, la renaissance, le fantomatique par exemple, qui sont vraiment féconds pour analyser les structures, l'univers diégétique et les personnages d'œuvres produites de manière sérielle ou différée. Je vais donc rapprocher David Lynch et Marivaux, pas pour montrer une affinité de style, mais pour souligner au moyen de leurs œuvres charnières certaines constantes qui perdurent dans la production sérielle, malgré les changements de siècle et de médium. Plus précisément, je vais chercher à montrer que le dispositif de la série, avec ses livraisons périodiques, favorise une forme d'immortalité des personnages et du récit. Et ce, davantage par exemple que pour des romans ou des films dont la temporalité est contenue en un seul livre ou un seul long-métrage. Donc ma réflexion s'appuiera sur La vie de Marianne, roman produit en 11 livraisons de 1731 à 1742, et sur Twin Peaks, série américaine diffusée de 1990 à 1991, et qui va connaître une 3e saison d'ici quelques jours. Ces deux œuvres ont donné lieu à diverses réécritures, suites, produits dérivés, sur lesquels j'aurais pas le temps de me pencher, mais qui auraient tendance à confirmer mon argumentation. Et celle-ci se déploiera en 3 principales étapes. Pour commencer, je vais procéder à un petit résumé des 2 intrigues et rappeler certains éléments concernant leurs conditions de production et de diffusion. Il y aura sans doute quelques spoilers, qui sont quand même justifiés, surtout dans le cas de La vie de Marianne. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai de plus près à la fonction créatrice de la mort dans ces deux récits. Par son caractère mystérieux et dramatique notamment, elle permet de générer de l'intrigue, soit pour fonder le récit, soit pour relancer la mécanique narrative lorsque celle-ci commence à s'essouffler. Et pour terminer, j'affirmerai que les représentations de la mort et de l'immortalité peuvent être interprétées dans ces récits comme dans des outils dans le combat de l'être humain face à l'angoisse de sa propre mort. Alors juste un mot de méthode avant de commencer. J'essaye de procéder à une étude comparative historique et je me suis inspiré de la démarche d'Hugo Dionne dans son ouvrage La voix au chapitre, ouvrage qui tente d'établir une poétique de la disposition romanesque de l'Ancien Régime à nos jours. J'ai dû évidemment rentrer en beaucoup moins de détails que lui et je me contente, pour les besoins de la présentation, de l'appellation narration sérielle, là où lui établit des classifications bien plus précises. Mais ça va me permettre, en restant large un petit peu, justement de rapprocher David Lynch et Marivaux, et je ne prétends pas qu'ils appartiennent par exemple à un même genre. C'est ça, il s'agit surtout en fait de voir quand un récit est produit et qu'il s'interrompt de manière matérielle et volontaire, quels effets est-ce que cela peut donner. C'est un petit peu ça mon orientation. Voilà, alors je vais commencer par situer ces 2 récits un peu plus précisément. La vie de Marianne est un roman épistolaire comportant 2 parties bien distinctes qui reflètent sa composition et sa diffusion irrégulière. Dans les premières livraisons du roman,
nous découvrons notre héroïne et narratrice, Marianne, orpheline rescapée d'une attaque contre un carrosse, ayant fait des victimes aussi bien nobles que domestiques. Bien qu'elle soit possiblement et même sûrement noble, l'absence de témoins du meurtre de ses parents la condamne à être toujours soupçonnée d'être de basse condition. Or, à l'âge de 15 ans, elle conquiert le cœur d'un jeune homme qui, lui, est noble, M. de Valleville, et ce dernier souhaite l'épouser malgré ses origines obscures, ce qui entraîne toute une série d'obstacles qui reflètent bien la difficulté d'une vraie ascension sociale au XVIIIe siècle. Alors, au bout de plusieurs années de livraison et de digression, ayant couvert à peine quelques semaines de la vie de Marianne, les amants sont enfin en mesure de se marier. La mort de l'intrigue semble alors assurée. Mais alors là, Marivaux a deux idées qui vont régénérer l'intrigue. D'une part, il fait faiblir l'amour de Valleville, ce qui ajoute un obstacle interne. Et il va partir sur une toute autre voie narrative, dans une parenthèse dont l'étendue n'est pas vraiment précisée. Il va nous raconter désormais la vie d'une dénommée Tervire, religieuse dont le parcours est raconté avec la même minutie pendant encore 300 pages. En fin de compte, le roman reste inachevé, et le lecteur ne saura jamais ce qu'il est advenu de Marianne et de Valleville, à moins de lire l'une des suites écrites par d'autres auteurs. Alors, de manière quelque peu semblable, Twin Peaks a connu deux carrières distinctes. La première saison a rencontré un succès inattendu, assez étonnant, puisque le personnage principal finalement est une morte. L'histoire commence en effet lorsque le cadavre de Laura Palmer, jeune femme supposément modèle, est retrouvé sur les rives de la bourgade de Twin Peaks. Un enquêteur, l'agent Dale Cooper, est envoyé sur les lieux pour démasquer l'assassin, mais son enquête est également prétexte à une rencontre des habitants de la ville, qui sont tous assez loufoques et étranges. Lynch et son co-créateur, Mark Frost, semblent avoir voulu laisser planer indéfiniment le doute quant à l'identité du meurtrier, mais en début de deuxième saison, les responsables de la chaîne ABC les ont contraints à révéler qui avait tué Laura. Donc là aussi, pour des motifs sans doute financiers à la base, le problème c'est qu'ils ont un peu tué la poule aux œufs d'or. Lors de la deuxième phase, beaucoup plus laborieuse, les intrigues secondaires se multiplient, en même temps que les chiffres d'audience déclinent. Et un ultime soubresaut a lieu dans le dernier épisode de la deuxième saison, lorsque David Lynch revient à nouveau après avoir un peu abandonné le projet, et il laisse une fin en forme de cliffhanger qui aura laissé les admirateurs sur leur faim pendant plus de 25 ans. Donc. Oui. Voilà. Et bon, entre parenthèses, en 92, il signe un film, mais qui ne résout pas du tout les nœuds de l'intrigue, qui va plutôt revenir sur les derniers jours de Laura Palmer et les faire revivre ces derniers jours. Et le meurtre, bien sûr. Donc voilà, ces quelques éléments auront permis, je l'espère, de constater de la grande malléabilité du temps de la narration sérielle, ainsi que du risque, ou de la chance, si l'on préfère, que courent de telles œuvres de demeurer inachevées, une fois le point de départ perdu dans une profusion de nouveaux récits. Alors, voyons maintenant plus précisément en quoi la mort peut être génératrice d'intrigue chez Lynch et chez Marivaux. Dans Twin Peaks, la mort est de toute évidence la condition de départ du récit. Le premier épisode commence en effet par la découverte du corps assassiné de Laura Palmer. Puis, au fil des épisodes, cette mort est vraiment le mystère à résoudre. C'est la question sur toutes les lèvres, « Who killed Laura Palmer ?» Les personnages demandent ça, les téléspectateurs, et bien sûr, tout ça est encouragé par la publicité. Chez Marivaux, la mort apparaît moins présente, et pourtant, elle est également fondatrice. Premièrement, la mort de l'héroïne est une condition préalable du roman lui-même. En effet, conformément à une convention d'Ancien Régime, le roman commence par une note de l'éditeur qui met en scène la fiction d'un manuscrit retrouvé dans une vieille maison qui a changé plusieurs fois de propriétaire au cours des dernières décennies. Il est donc entendu que l'auteur des lettres retrouvées est décédé depuis plusieurs années. D'ailleurs, ces lettres étant secrètes, il fallait bien que les auteurs soient mortes pour que le lecteur y ait accès. Par ailleurs, au sein de l'univers digétique lui-même, l'histoire qui nous est narrée par Marianne s'ouvre sur l'assassinat de ses parents. Et c'est cet événement fondateur qui assure à l'orpheline la suite de mésaventures qui constitueront l'essentiel de son récit. Alors, ce meurtre est décrit de manière tout aussi détaillée et sordide que dans Twin Peaks. Je cite, « Tombé dans la portière, je faisais des cris épouvantables, à demi étouffé sous le corps d'une femme qui avait été blessée et qui, malgré cela, voulant se sauver, était retombée dans la portière, où elle mourut sur moi, et m'écrasait.
Puis un peu plus loin, après avoir décrit plus en détail ce qu'elle appelle un terrible spectacle, Marianne raconte son sauvetage par des cavaliers alertés par ses hurlements. Nouvelle horreur qui les frappe, un côté du visage de cette dame morte était sur le mien, et elle m'avait baigné de son sang. Ils repoussèrent cette dame, et toute sanglante me retirèrent de dessous d'elle. Donc voilà, on a une sorte de deuxième naissance, et je voulais surtout insister là sur le fait que dans ce récit, comme dans Twin Peaks, une mort initiale lance vraiment l'intrigue de manière spectaculaire. En revanche, les conséquences de cette mort fondatrice sont très différentes d'une œuvre à l'autre. Dans Twin Peaks, c'est l'aspect policier qui va primer, la découverte du coupable étant censée ramener paix et sécurité à la petite ville, et donc clore l'intrigue. Dans la vie de Marianne, la résolution du meurtre aurait surtout pour conséquence de régler la question de la naissance de Marianne, d'autoriser sa reconnaissance ou non dans les hautes sphères. Là encore, le récit s'en trouverait liquidé, puisque soit ses parents ne sont pas nobles, dans quel cas elle doit accepter sa situation, soit ils sont nobles et elle n'a plus à se battre pour se faire reconnaître. Donc, la mort initiale fait naître le récit et continue de le conditionner par la suite. En outre, dans la vie de Marianne, la mort de l'héroïne, qui a déjà eu lieu, comme nous l'avons remarqué, avant, comme condition du récit, ça constitue une borne au-delà de laquelle le récit ne peut normalement se poursuivre. Bref, la mort agit dans la vie de Marianne à la fois comme début, fin, encadrement souple du récit, avec un point de départ et un point d'arrivée, mais une profusion totale possible entre les deux. Dans Twin Peaks, en revanche, il n'y a pas de point d'arrivée précis, mais la mort y est bel et bien une thématique centrale, même si la mort initiale qui a généré l'intrigue, celle de Laura Palmer, semble être progressivement mise de côté. Or justement, le fait que cette question Who killed Laura Palmer soit mise de côté, c'est ça qui va mettre fin à l'intérêt d'une large partie du public. Mais cette baisse d'intérêt peut tenir à d'autres facteurs également, et j'émettrai l'hypothèse suivante. Il me semble que l'une des forces des premiers épisodes de Twin Peaks, c'est la centralité non pas de la mort simplement comme notion, mais de la figure d'une morte, qui grâce à ses nombreux avatars parvient à constituer une image des plus vivantes. Je m'explique. Laura hante la série de diverses manières. Par exemple, en maintenant une présence virtuelle, au moyen de diverses photographies, omniprésentes, aussi bien dans le salon de ses parents que dans les couloirs de son école. Ainsi, l'image de la reine de beauté est toujours présente pour observer ses anciens compagnons. Sans oublier que sa photo apparaît régulièrement dans les génériques de fin, donc elle interpelle également les téléspectateurs. Les réalisateurs de la série élaborent diverses stratégies pour participer à la mythification de Laura Palmer. Ils emploient par exemple la même actrice pour jouer sa cousine. Ils font apparaître de nombreuses fois Laura dans la Red Room, un lieu étrange qui semble réunir les morts et les vivants, les fantômes et les fantasmes. Ils montrent comment certaines amies de Laura tentent d'imiter son style, sa voix, son attitude. Et surtout, ils ne cessent de réintroduire la même musique, cette même musique qui avait accompagné la découverte de son corps et qui est donc là pour nous rappeler toujours la tragédie fondatrice. La tragédie en fait qui fonde toutes les autres histoires qui se déroulent sous nos yeux. Donc par ces moyens et d'autres, la série procède à un important travail sur la mémoire qui nous permet de penser notamment comment les morts deviennent immortels au moyen de l'art, de la musique, de la photographie et même des récits que chacun peut raconter après leur mort. Si un personnage peut vivre éternellement, c'est notamment qu'il a laissé des traces qui pourront être investies par les fantasmes de chacun. Et effectivement, chaque personnage, ou presque dans Twin Peaks, se construit sa version de ce qu'était Laura. Un récit qui est souvent démenti ensuite, ou moins nuancé, par les révélations de la série. Merci. Marivaux a une idée semblable dans la vie de Marianne, en faisant répéter à chaque personnage le récit des origines de Marianne, et en multipliant ainsi les versions d'une même vie. Le lecteur, au moment de terminer ce récit inachevé de la vie de Marianne, dispose, comme le téléspectateur de Twin Peaks, de diverses versions de la même histoire, lui permettant de reconstituer ce qu'a été la vie d'une morte qu'il a appris à aimer. Alors, je voudrais juste répondre à certaines objections avant d'aller plus loin qui pourraient s'élever. Est-ce que je ne suis pas en train de choisir un peu arbitrairement la mort comme génératrice de l'intrigue, alors que ce qui fait vraiment tourner le récit dans les deux cas que nous avons vus révèle peut-être davantage du mystère, du suspense, ou tout simplement de la multiplication des points de vue. Dans le cas de Twin Peaks, l'objection me semble assez simple à détourner.
Ce qui se passe avec la résolution du meurtre de Laura n'est pas simplement la résolution d'un mystère, c'est aussi la perte d'une ombre, d'une menace tragique qui planait sur les débuts de la série. Le corps assassiné de Laura Palmer n'était pas que mystérieux ou effrayant, il était triste et tragique. Et c'est lui qui donnait à tous les gestes des personnages, même les plus banals et les comiques, leur gravité, par toute une série d'échos. Une fois le meurtre résolu, la chorégraphie des personnages perd beaucoup de son sens. Le décor reste là, les personnages sont les mêmes, et la série se réfugie dans une mystérieuse force maléfique pour maintenir son côté étrange. Mais c'est beaucoup moins touchant, car on a retiré ce qui était personnel et dramatique dans cette situation. Une jeune femme morte que l'on découvrait semaine après semaine à travers les yeux de ses proches. Et donc, on peut dire qu'une fois la mort de Laura Palmer résolue, c'est la série qui est morte en quelque sorte. De moins en moins de personnes la regardent, et on sait que dans la logique des chaînes de télévision, ça veut dire annulation de la série. Alors, qu'en est-il chez Marivaux? Est-ce que l'objection tient la route? On ne peut pas dire que l'ombre de la mort plane sur Marianne, ce qui la menace par-dessus tout est effectivement le déshonneur. Alors, est-ce que la mort n'est qu'un thème superficiel dans ce roman? Pas vraiment, parce que le récit de Marianne finit par perdre de sa vitalité, et donc Marivaux passe à celui de Tervir, et c'est une nouvelle mort qui va fonder ce nouveau récit. Il va faire mourir le grand-père de Tervir, et c'est cet élément qui va constituer l'élément perturbateur qui relance le récit pour encore 300 pages. Il semble donc que dans ces deux narrations sérielles, la mort en tant qu'événement soit bien un moteur du récit, qui ne suffit pas cependant à le faire tourner indéfiniment. Lorsque le récit finit par s'étioler, l'ajout d'une ou plusieurs morts peut être une stratégie efficace pour tenter de retenir le spectateur et lui donner envie de connaître la suite de l'histoire. Et plus cette mort sera présentée de manière dramatique, mystérieuse, personnalisée, plus il y aura de chances pour que ça marche. Je pense qu'il doit me rester 5 minutes. Je vais utiliser le temps qui me reste pour explorer une dernière hypothèse, selon laquelle l'omniprésence de la mort dans ces récits serait symptomatique d'une angoisse fondamentale, tout simplement celle que chaque être humain peut ressentir face à la mort réelle. L'une des caractéristiques premières des structures narratives sérielles, on l'a vu, est l'élasticité du temps. La prolongation potentiellement infinie entre deux points fixes, comme dans la vie de Marianne, ou l'absence totale de points de fuite, comme dans Twin Peaks. Or, de telles configurations entraînent le lecteur ou spectateur assez loin de la représentation qui tend à se faire de la vie et de la mort réelle. En effet, nous avons tous plus ou moins conscience de notre propre finitude, et même les plus optimistes savent que le nombre d'années et de combinaisons possibles n'est pas infini. Dans la représentation traditionnellement linéaire, disons, du temps et de la vie, il y a une naissance, diverses aventures et une conclusion, ce qui peut évidemment être source d'angoisse. La narration sérielle me semble constituer le parfait antidote à ce type d'angoisse. Il s'agit en effet d'une forme de récit dont la souplesse permet une temporalité plus rassurante. Dans le monde des séries, les personnages meurent, certes, mais le temps y est souvent moins une force dévastatrice qu'une donnée avec laquelle créateurs et public peuvent jouer. Nous avons vu par exemple qu'il suffisait à Marivaux, à Lynch de se lancer sur une tangente narrative pour dilater ou étendre le temps selon leur gré. Tous deux semblent affectionner d'ailleurs les effets de miroir, de répétition, et la ressemblance entre ces deux auteurs est peut-être là. Alors évidemment, un film ou un roman peuvent en faire de même quand ils sont clos, mais leur format clos justement les contraint à une temporalité plus limitée que celle de la narration sérielle, qui vraiment peut reproduire la lenteur du temps qui passe, ou encore les effacements successifs d'un récit par un autre, ou encore une simulation du surplace pendant vraiment un très long moment. En bref, le temps limité du cinéma et du roman traditionnel les rend généralement moins efficaces que la narration sérielle lorsqu'il s'agit d'installer des personnages et des situations dans la longue durée et de produire ainsi ce que j'appellerais, pour reprendre le titre du présent colloque, des figures de l'immortalité. Je vais passer un petit peu sur certains commentaires pour conclure, vu que je ne dispose pas moi-même de la souplesse temporelle de Lynch et de Marivaux, je vais clôturer là en espérant vous avoir convaincu quelque peu que la mort et l'immortalité constituent des angles d'approche fructueux pour analyser l'univers de la narration sérielle du XVIIIe au XXIe siècle. Il y aurait eu beaucoup d'autres possibilités, parler de la mort comme moment de rédemption pour certains personnages, des endormissements, des réveils qui émaillent les récits. Mais je pense que ces exemples déjà montrent à quel point elle peut être centrale dans ces récits et à quel point, paradoxalement, elle est appel à la vie, à la liberté, à l'immortalité de l'intrigue.
En effet, la forme sérielle possède ce pouvoir spécifique de nier la mort en multipliant le plaisir que nous ressentons face à l'approfondissement d'un même récit, en même temps que la création de nouveaux récits qui leur font écho. Dans une telle configuration, que certains personnages meurent en cours de route importe assez peu. L'essentiel est que le récit se poursuive. Voilà, je vous remercie.